Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre cet après-midi les débats de la Haute Assemblée. Les sénateurs ont adopté hier une proposition de résolution sur les enfants franco-japonais coupés de leurs parents français. Un sujet important puisque lors de la séparation d'un couple franco-japonais, certains enfants font l'objet d'un enlèvement par leurs parents japonais. Par la suite, la justice nippone attribue la garde de l'enfant aux parents auteurs de l'enlèvement. Je vous laisse écouter les échanges. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, il y a tout juste 9 ans, notre Assemblée adoptait à l'unanimité une résolution appelant les autorités japonaises à garantir le respect du droit des enfants franco-japonais séparés de l'un de leurs parents. Nous avions lancé cet appel après avoir constaté que des enfants binationaux étaient privés de tout contact avec leurs parents français à la suite d'un enlèvement commis par le parent japonais. Le constat dressé en 2011 est malheureusement toujours d'actualité. Il y a quelques jours, 2 enfants franco-japonais ont été enlevés par leur mère japonaise. Ils ont subi le même sort que les enfants d'un ressortissant australien qui a récemment passé 45 jours en garde à vue avant d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis. Son tort, avoir tenté de voir ses enfants après le passage d'un violent typhon. La sévérité de la peine infligée à ce père a conduit les autorités australiennes à exprimer leur préoccupation quant à l'application par les juges japonais du principe non écrit, dit de continuité, qui consiste à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant aux parents ravisseurs. Au Japon, le partage de l'autorité parentale et la garde alternée n'existent pas. De plus, l'exercice du droit de visite dépend du bon vouloir du parent qui a la garde de l'enfant. Il suffit en effet à ce dernier de dire à son ex-conjoint que l'enfant est malade ou qu'il ne veut pas le voir. Il suffit de faire pression sur l'enfant. Et on m'a raconté le cas d'un enfant qui, certes, rencontrait son père, mais il lui tournait le dos et il regardait le mur. Des parents ont ainsi pas vu leurs enfants pendant plusieurs années. Et lors de ces kidnappings, pour employer le mot anglais, c'est presque toujours le même scénario. Le parent ravisseur profite de l'absence de l'autre parent pour vider le logement. Il se réfugie ensuite chez ses parents avant d'accuser son conjoint de violence conjugale. Au Japon, une simple déclaration suffit et aucune enquête n'est menée. Selon une artiste japonaise que j'ai rencontrée et dont les enfants ont été enlevés par son ex-époux, ça marche aussi parfois dans l'autre sens, le Japon a un grand problème avec ces fausses accusations de violence domestique. Ça peut être simplement des paroles ou un geste. Lorsque le couple est établi à l'étranger, l'enlèvement a généralement lieu lors du séjour temporaire au Japon de l'un des parents. À cet égard, je condamne fermement les propos qui ont été tenus par un groupe d'avocats japonais à l'occasion d'un séminaire organisé à Paris le 15 mai 2018. Ces avocats avaient alors expliqué à des Japonais résidant en France comment légaliser, entre guillemets, l'enlèvement d'un enfant depuis notre territoire. Nous ne savons pas précisément combien d'enfants japonais se trouvent actuellement privés de tout contact avec leurs parents. Au Japon, on pense que le chiffre est de l'ordre de 150 000 chaque année. Et parmi ces enfants figurent de nombreux enfants binationaux. Les plus nombreux sont des enfants américano-japonais. Pour ce qui concerne les enfants franco-japonais, 11 dossiers sont actuellement suivis par le Quai d'Orsay, mais ce nombre faible ne reflète cependant pas la réalité. De nombreux cas, en effet, n'ont pas été portés à la connaissance des autorités diplomatiques et consulaires, soit parce que le parent concerné ne sait pas qu'il peut s'adresser au consulat, soit parce que le parent français cherche à négocier un accord de bonne volonté, si j'ose dire, avec la parente japonaise et souhaite donc rester en dessous des radars, comme on dit. Depuis 2011, quelques avancées ont été enregistrées. En 2014, le Japon a adhéré à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'entrée en vigueur de cette convention, malheureusement, n'a pas permis de résoudre certaines situations douloureuses qui persistent
par des pratiques installées dans les mœurs, mais aussi par l'application de la législation japonaise en matière du droit de la famille. Des décisions judiciaires prises en vertu de la Convention de La Haye ne sont pas exécutées ou difficilement exécutées. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les décisions rendues par des juges civils japonais, pour nous c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre, des décisions prises par des juges japonais ne peuvent pas faire l'objet d'une exécution forcée, la police nippone n'étant pas compétente pour intervenir dans les affaires familiales. Autrement dit, le juge s'est prononcé et il ne se passe rien. Les ambassadeurs des États membres de l'Union, représentés au Japon, dans une démarche commune, ont signalé à plusieurs reprises au gouvernement nippon l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais. Au regard de ce constat, il apparaît nécessaire d'encourager les autorités japonaises à prendre des mesures urgentes pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants franco-japonais et d'autres nationalités au centre d'un conflit parental. Le président de la République s'est engagé à agir en faveur des parents qui vivent ces situations de détresse et en a parlé au Premier ministre japonais lors de sa première visite au Japon au mois de juin dernier. J'espère qu'il sera répondu favorablement à sa demande. En particulier, il a souhaité voir rétablir le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental, donc d'un côté français, de l'autre côté japonais, qui permettait une fois par an de discuter les différents cas, de recenser et de discuter les différents cas, pas forcément de trouver des solutions, parce que c'était un comité consultatif, mais au moins on avait un échange. D'autres chefs d'État ont interpellé les autorités japonaises. Des mesures préventives ont été prises récemment par l'Allemagne et l'Italie. Ces deux pays ont en effet récemment modifié la fiche consacrée au Japon qui figure sur le site internet de leur ministère des Affaires étrangères, ce que nous on appelle les avis aux voyageurs. Et il serait, à mon sens, opportun que le Quai d'Orsay fasse de même. Enfin, je me réjouis de constater que des eurodéputés commencent à s'emparer du sujet et je m'en réjouis d'autant plus que notre Assemblée a récemment adopté une résolution européenne et un avis politique visant à faire en sorte que l'Union européenne s'exprime avec force et d'une seule voix. Je formule le vœu que le Parlement européen adopte rapidement, peut-être en février, une résolution allant dans le même sens que celle que nous allons, je l'espère, adopter. Le texte que je soumets aujourd'hui à votre approbation n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon. Et je me permets d'ajouter, d'ailleurs, à titre personnel, que je suis un admirateur de la culture, de l'histoire et de la société japonaise en général. Nous sommes donc mus par des sentiments plutôt d'amitié et nous souhaitons voir le Japon évoluer dans le sens que nous indiquons. Il vise surtout à soutenir les efforts diplomatiques de la France et de ses partenaires européens. Et à cet égard, je tiens à remercier notre ambassadeur à Tokyo et son équipe pour leur implication dans ce dossier particulièrement complexe et douloureux. Je tiens aussi à saluer le travail mené par les associations et entre autres par Sauvons nos enfants Japon, qui apporte un indispensable soutien humain et juridique aux parents privés de tout contact avec leurs enfants. Et enfin, je remercie les 77 sénateurs co-signataires de cette proposition de résolution. Pour conclure, je souhaite vous informer que notre vote est très attendu par les associations japonaises de défense des parents en situation de divorce ou de séparation. Leurs membres se sentent ostracisés. Je les ai rencontrés. On leur dit « Vous n'êtes pas des bons Japonais. Il ne faut pas critiquer le Japon. » Et donc, ils rasent les murs et ils sont relativement peu actifs. Notre vote est également attendu par des parlementaires japonais qui, dans la majorité ou dans l'opposition, cherchent à faire évoluer la législation nippone. Plusieurs d'entre eux m'ont dit vouloir appuyer ou s'appuyer sur nos résolutions
pour faire valoir leur point de vue auprès de leurs collègues et du gouvernement Abe, même si ça n'est pas une chose si facile. Et pour toutes ces raisons, donc, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de la présente proposition de résolution. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Louis Lagourgue pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne peux plus penser à mon fils, le regarder en photo, cela me fait trop mal. J'ai appris à l'oublier. Ce sont les paroles insoutenables de Stéphane Lambert, père français, dont l'enfant a été enlevé par sa mère en 2015. Ce témoignage traduit l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il traduit également la situation de nombreuses Françaises et Français faisant face à des situations d'enlèvement parental. Je souhaite remercier le groupe République En Marche de nous permettre de nous exprimer sur le sujet, et en particulier le sénateur Richard Yung. Chacun dans cet hémicycle sait l'engagement et le dévouement dont il fait preuve depuis des années aux côtés des parents confrontés à cette situation. J'aimerais également saluer la Commission des Affaires européennes du Sénat, ainsi que la sénatrice Véronique Guillotin, pour le travail conjoint. Un rapport et une proposition de résolution européenne traitant des enlèvements d'enfants euro-japonais par leurs parents japonais ont dégagé des pistes de réflexion. Les institutions européennes ont d'ailleurs été saisies de ce sujet. La proposition d'une nouvelle rencontre entre ambassadeurs des États membres de l'UE et les autorités japonaises, formulée dans le contexte qui nous est soumis aujourd'hui, est à mes yeux essentielle. Nous devons développer un dialogue constructif sur ce sujet. Car ce problème, tout en n'étant pas nouveau, n'est pas non plus une particularité française. De nombreux pays, à commencer par les États-Unis, sont également concernés. Des ressortissants italiens, australiens ou encore britanniques font face à ce traumatisme. Cela concerne des dizaines de milliers d'enfants par an. La bataille juridique qu'impose ces situations est très souvent vécue comme un parcours du combattant pour le parent souhaitant retrouver son enfant. De nombreuses actions ont été menées dans le monde. Récemment, un cabinet français a porté ce sujet devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. La résolution que nous étudions aujourd'hui retrace les particularités du droit de la famille japonaise. Nous l'avons déjà souligné, la non-reconnaissance de l'autorité parentale partagée, d'une part, l'impossibilité d'un droit de garde alterné, d'autre part, en sont les deux points clés. Le principe de continuité, aussi mis en exergue, s'ajoute aux difficultés. À cela, la résolution oppose un champ lexical ne laissant aucun doute sur la nature du problème et l'impact sur les enfants concernés. Se retrouvent privés d'une part essentielle de leur identité, déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel, intérêt supérieur de l'enfant. Des évolutions récentes dans le droit japonais ont été saluées par cette résolution comme allant dans le bon sens malgré l'identification de certaines limites. Il reste encore beaucoup à faire. En effet, nous observons que les trois points que je viens d'évoquer, l'autorité parentale, la garde alternée et le principe de continuité, ne sont pas concernés par l'évolution de la loi. Or, ils sont une partie de la solution. Je souhaite souligner et saluer quelques propositions précises de la résolution qui me semblent aller dans le sens de l'intérêt des enfants et de la défense de leurs droits fondamentaux. La première, découlant du nécessaire dialogue entre la France et le Japon, apporte son soutien à la création d'un poste de magistrat de liaison à l'ambassade de France au Japon. Cette liaison me semble primordiale, d'autant plus que ce magistrat existe déjà auprès de l'ambassade du Japon en France. Ce serait un moyen supplémentaire de faciliter les gestions de divers cas entre nos deux pays. La deuxième, que je salue, est la volonté de rétablir le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental. Ce comité n'est plus actif depuis 2014, mais il pourrait permettre un dialogue plus constructif et plus efficace.
Enfin, le dernier point de cette résolution que je souhaite mettre en avant est la sensibilisation de nos magistrats. Les conflits de droit international privé sont très complexes et nous devons prendre en compte tous les aspects. D'autres points de ce texte auraient pu être soulevés. Il est important que cette question soit entendue de manière régulière au niveau européen et international. Je suis convaincu que la création d'une liste européenne de pays ne respectant pas leurs obligations relatives à la Convention de La Haye serait une bonne chose. Les droits fondamentaux des enfants et des parents doivent être respectés et préservés. Le lien des enfants avec leurs parents est sous bien des angles une nécessité et participe à son bien-être. La France et le Japon, dont les liens sont forts depuis de nombreuses années, doivent poursuivre leurs efforts de dialogue pour trouver des solutions au problème des enlèvements parentaux. Le groupe Les Indépendants votera cette résolution et forme le vœu de voir les situations des parents et des enfants franco-japonais s'orienter vers le respect des droits de chacun. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Jocelyne Guidez pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, en premier lieu, j'associe à mon intervention d'aujourd'hui Monsieur Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, qui, durant plusieurs années, a porté votre combat avec détermination. Aussi, une affaire récente a particulièrement marqué l'opinion française. Ce fait divers est aujourd'hui connu de tous. Initialement, il s'agit d'une histoire familiale, donc personnelle et intime, qui s'est soldée par un déchirement humain et un écho médiatique retentissant. Marié en 2008 à Toulouse, un couple décide de s'installer au Japon. En 2015 à Tokyo, leur fils aîné, Louis Kudo Verhoeven. 2 ans plus tard, alors qu'elle est en France avec son fils, la mère souhaite divorcer et ne plus rentrer au Japon. Or, le 26 décembre dernier, le petit Louis, 4 ans, est reparti dans sa terre natale suite à une demande de retour de son père. Le départ s'est fait entourer de gendarmes et sous l'œil des caméras. La mère, française de Louis, a pourtant apporté les preuves qu'elle n'aurait vraisemblablement plus moyen de voir son fils jusqu'à la majorité de celui-ci, fixée au Japon à 20 ans. En effet, elle ne possède pas de visa lui permettant de résider au Japon, la législation nippone étant extrêmement restrictive en termes d'obtention de visa, notamment durant une procédure de divorce. L'autorité parentale partagée n'existant pas en droit japonais et l'autorité exclusive ayant été octroyée par la justice au père japonais, la mère de Louis ne pourra en effet très probablement pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent puisque ce statut est directement lié à l'autorité parentale. En un mot, la situation est inextricable. Louis risque donc de se voir coupé de tout lien avec sa mère et sa famille française, alors même qu'il était scolarisé ici et menait la vie tranquille et sans histoire que tous les enfants de 4 ans doivent avoir. Louis n'est malheureusement pas le seul enfant dans ce cas, et les médias font régulièrement état de la situation de parents désespérés en France, mais aussi chez nos voisins. Une telle séparation légale d'un parent et de son enfant constitue un véritable traumatisme pour toutes les personnes impliquées et en premier lieu pour les enfants eux-mêmes. Mes chers collègues, nous ne pouvons plus permettre que de tels drames continuent à avoir lieu. Je remercie notre collègue Richard Yung pour son initiative en faveur d'une action du gouvernement pour que des solutions soient trouvées avec le gouvernement japonais. Je sais que son combat est ancien et je veux donc ici l'assurer de tout le soutien de mon groupe dans sa démarche. En visite au Japon le 27 juin 2019, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé à agir en faveur de ses parents français et plus largement, simplement, non japonais. Il a évoqué les situations inacceptables vécues par des enfants binationaux et leurs parents français avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Nous saluons cette prise de position officielle car il y a en effet besoin d'un engagement concret de la France afin que parents et enfants ne soient plus privés les uns des autres. Le Japon est un pays ami, un allié, avec lequel existent de très nombreux accords dans tous les domaines, des échanges commerciaux à la fiscalité, en passant par la sécurité sociale. Pourquoi dès lors est-il si difficile de s'entendre sur ce sujet si sensible pour les familles concernées? Le plus absurde,
et que ces drames perdurent malgré la ratification par le Japon, le 24 janvier 2014, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, puis la création à Tokyo d'une autorité centrale chargée d'assister les parents d'enfants enlevés. En effet, c'est sur une adaptation en droit japonais que la Convention de La Haye, favorable aux parents japonais, que se basent les décisions des juridictions nippones. À cela s'ajoute l'incapacité de la justice à faire appliquer les rares ordonnances de retour qui ont été prononcées à ce jour. Il est impératif de voir les jugements français respectés par les juridictions japonaises et que les divorces prononcés par les tribunaux français soient intégralement retranscrits là-bas. Le ministère des Affaires étrangères a plusieurs fois indiqué qu'une réflexion spécifique aux conflits familiaux au Japon était menée en lien avec les autorités japonaises afin d'explorer les possibilités de faciliter la résolution de ces situations douloureuses. Il s'agit d'obtenir des autorités japonaises la mise en place d'une instance de dialogue ad hoc fonctionnant sur le modèle de celle créée en 2009, puis supprimée après l'adhésion du Japon à la Convention de La Haye en 2014. Où en est-on, Madame la Ministre, de cette réflexion? Bien sûr, la France n'est pas le seul pays concerné par de telles situations. Au mois de janvier 2018, dans le cadre du rapport du groupe de travail des Nations Unies sur l'examen périodique universel Japon, le Canada et l'Italie ont questionné le Japon sur la mise en place de ces mécanismes juridiques, le contraignant à faire respecter le droit de visite et permettant d'entretenir des liens réguliers avec les deux parents. Au mois d'avril 2018, les États-Unis ont classé le Japon parmi la liste des pays qui ne respectent pas la Convention de La Haye de 1980. Malgré ces actions symboliquement fortes, les choses ne s'améliorent pas, ou si peu. La mention d'une coopération européenne dans la proposition de résolution est donc la bienvenue. Il nous faut en effet peser de tout notre poids diplomatique pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Nous espérons vivement que le gouvernement se saisira véritablement de la question afin que cette initiative soit suivie d'effets. Nous resterons donc vigilants quant aux suites qui seront données à cette résolution que nous soutiendrons bien évidemment. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Jacky Deromedi pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie tout d'abord Monsieur Richard Yung d'avoir présenté une résolution sur les difficultés rencontrées par les parents français d'enfants franco-japonais. Que se passe-t-il en cas de divorce ou de séparation des couples franco-japonais? La réponse est simple. Lorsque leurs enfants sont emmenés au Japon par le parent japonais, le parent français court le risque de ne plus jamais revoir ses enfants. Selon les principes du Code civil japonais, en effet, l'autorité parentale partagée n'est pas reconnue. Traditionnellement, le foyer est constitué des deux parents et du ou des enfants. Si le couple divorce, l'enfant n'appartient plus qu'à un des deux parents. Contrairement à la France, les tribunaux japonais refusent de reconnaître les jugements de divorce prononcés à l'étranger. Ils n'hésitent pas à réattribuer la garde et l'autorité parentale aux parents japonais lorsqu'il a enlevé les enfants et les a ramenés au Japon, même si un tribunal français les avait précédemment mis sous la responsabilité de l'autre parent. Lorsque ces faits d'enlèvement se produisent à l'intérieur même du Japon, les juges protègent les parents japonais et entérinent les enlèvements. Le droit de visite ne fait pas partie des mœurs du pays. Lorsqu'un parent français l'obtient, ce droit demeure très sévèrement encadré et soumis au bon vouloir du parent japonais. Les autorités japonaises ne mettent pas en œuvre les ordres de retour d'enfants binationaux dans un autre pays. Les agents chargés de la mise en exécution des ordonnances de retour refusent d'intervenir rapidement et par la force dans ces affaires civiles et familiales au motif qu'elles relèvent de la vie privée. Le 21 décembre, la Cour suprême du Japon a même annulé plusieurs ordonnances de retour préalablement rendues en faveur de James Cook, un Américain père de 4 enfants, enlevés par leur mère japonaise, ce qui donne un redoutable signal aux parents privés de leurs enfants. La loi japonaise ne punit pas l'enlèvement parental. Le Japon n'applique pas l'article 9.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New York, qu'il a signée le 22 avril 1994, il y a 15 ans.
Cet article dispose que les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les parents français qui tentent de faire reconnaître leurs droits sont parfois arrêtés pour harcèlement, éventuellement soupçonnés de tentative d'enlèvement de l'enfant et placés en garde à vue pendant de nombreux jours. Des parents français ont été tellement désespérés de ne pouvoir entrer en contact avec leurs enfants qu'ils en sont venus au suicide. Le drame d'Arnaud Simon a ému la communauté franco-japonaise. L'ambassadeur Philippe Faure a publié le communiqué suivant. Monsieur Simon avait fait part récemment à la section consulaire de notre ambassade à Tokyo des difficultés qu'il éprouvait pour rencontrer son fils. Il est très probable que la séparation d'avec son enfant a été un des facteurs déterminants d'un geste aussi terrible. Ceci nous rappelle à tous, s'il en était besoin, la souffrance des 32 parents français et des 200 autres cas étrangers recensés par les autorités consulaires comme étant privés de fait de leurs droits parentaux. Le président Macron, en visite officielle au Japon, a rencontré les parents français dont les enfants franco-japonais ont été enlevés par leurs parents japonais. Il a dit « Il y a un droit japonais qui est très différent du nôtre, mais il y a des situations de détresse qui sont absolument inacceptables. Nous ferons tout pour être aux côtés de ces parents. » Il a précisé avoir évoqué ce problème avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser le résultat de ce soutien présidentiel? Y a-t-il eu, par-delà les formules diplomatiques, des résultats concrets? Il est essentiel que nos consulats dispensent le maximum d'informations aux nouveaux résidents au Japon sur les spécificités de la loi japonaise en matière de divorce et d'autorité parentale. Je salue la mobilisation exceptionnelle de nos 3 conseillers consulaires, Thierry Consigny, Evelyne Inuzuka et François Roussel, pour sensibiliser et accompagner nos compatriotes. Plusieurs associations telles que Sauvons nos enfants et SOS Parents Japan effectuent un intense travail de sensibilisation politique et médiatique. Allez-vous, Madame la Ministre, soutenir l'action méritoire de ces associations? Elles défendent en effet une cause juste, la détresse de parents privés à vie de leurs enfants. Je voterai bien sûr ce texte transpartisan que j'ai co-signé car il propose de bonnes solutions. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Claudine Lepage pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution vise à résoudre une question difficile à plus d'un titre. Difficile car elle touche aux droits des enfants, en l'occurrence des enfants issus de couples franco-japonais qui, suite à un divorce ou à une séparation, se retrouvent privés de tout contact avec leurs parents français. Difficile également car elle relève de la souveraineté d'un État aux traditions juridiques et culturelles qui ont bien des différences avec celles que nous connaissons dans nos sociétés occidentales. En effet, j'ai pu le mesurer lors de mes déplacements effectués au Japon et lors de mes échanges avec des parlementaires japonais, le gouffre culturel, d'abord, judiciaire ensuite, qui nous sépare dans le traitement de ces affaires familiales est réel et profond. J'ai été souvent très surprise de constater que ces situations étaient tout à fait normales pour de nombreux Japonais qui ne parvenaient pas à mesurer notre incompréhension devant ce qui représente pour nous une injustice flagrante. C'est un point que j'estime important. Ces séparations douloureuses ne concernent pas que les couples binationaux. Elles sont au contraire profondément inscrites dans la société japonaise et touchent en premier lieu les familles japonaises dont les séparations, lorsqu'elles ont lieu, sont de notre point de vue également violentes. Cette différence culturelle qui nous oblige à la prudence pour ne pas heurter la sensibilité de la partie japonaise ne doit cependant pas nous empêcher de défendre avec force
le droit de nos ressortissants. Je tiens ici à rendre hommage aux associations comme Sauvons nos enfants Japon, dont l'engagement continu auprès des parents français doit être salué. Le Sénat a toujours été sensible à cette question. En 2011 déjà, nous avions adopté à l'unanimité une résolution destinée à appeler l'attention des autorités nippones sur la nécessité de reconnaître aux enfants franco-japonais, au centre d'un conflit parental, le droit de conserver des liens avec chacun de leurs parents. Notre diplomatie joue également un rôle important. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a multiplié les interventions, tout comme notre poste diplomatique au Japon, dont l'action auprès de nos ressortissants et de la partie japonaise sont plus que précieux. Néanmoins, il serait important qu'à l'avenir, les visites consulaires soient rendues réellement effectives. En effet, actuellement, lorsqu'un enfant français est retenu au Japon, l'ambassade française peut uniquement solliciter une visite auprès du parent japonais qui est libre de la refuser et qui malheureusement la refuse dans la majorité des cas. D'autres États sont également touchés et tentent eux aussi de sensibiliser le Japon à cette question. Je pense notamment aux États-Unis, dont la Chambre des représentants a adopté une résolution en 2010 et dont le département d'État américain a, en 2018, choisi de classer le Japon parmi les pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de La Haye. Les Nations unies, par l'intermédiaire de son Comité des droits de l'enfant, s'est également penchée sur les manquements du Japon à ses obligations conventionnelles et a fait récemment, le 1er février 2019, des recommandations aux autorités japonaises. Toutes ces démarches ne sont pas restées vaines et le Japon a récemment pris des mesures qui, si elles ne sont pas spectaculaires, vont au moins dans le bon sens. Nous devons donc continuer ce combat et je souscris pleinement à la demande exprimée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de rétablir le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental qui avait été institué en 2009 et qui avait cessé ses travaux en décembre 2014 suite à l'adhésion du Japon à la Convention de La Haye. L'instauration de ce comité, tout comme la création d'un poste de magistrat de liaison à l'ambassade de France au Japon, serait un pas important. En effet, pour prendre l'exemple d'un autre pays que je connais bien, en l'occurrence l'Allemagne, je sais combien la mise en place d'un magistrat de liaison français en Allemagne, à l'initiative d'Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, avait permis une meilleure compréhension du point de vue français en Allemagne. Cette mesure avait considérablement amélioré le traitement de la garde des enfants lors de divorces de couples franco-allemands. Ce dialogue constant entre les deux parties et les mesures récentes prises par le Japon sont positives et sont peut-être également dues à un changement récent de la société japonaise où l'équilibre familial semble connaître une évolution et où les pères s'occupent davantage de l'éducation de leurs enfants. Pour preuve, le ministre de l'Environnement japonais, Shinjiro Koizumi, a annoncé mercredi 15 janvier son intention de prendre un congé paternité. Une décision symbolique qui va à l'encontre des conventions du monde du travail au Japon, mais dont il espère qu'elle donnera l'exemple à tous les pères de l'archipel. Cette évolution lente des mentalités, tout comme notre action, permettra, je l'espère, à l'avenir, de mettre un terme ou d'atténuer ces drames humains qui brisent les familles. Récemment encore, nous avons pu mesurer, avec 2 cas très médiatisés, l'ampleur de ces drames. Mes collègues en ont parlé. Louis, âgé de 4 ans, né d'un père japonais et d'une mère française, a quitté Salles d'Aude le 26 décembre dernier sur décision de justice pour vivre au Japon avec son père. Sa mère a refusé jusqu'au bout de laisser partir son fils. Mes collègues Roland Courteau et Gisèle Gourda connaissent bien le drame qui s'est produit dans leur département. Scott McIntyre, un journaliste australien, vient, lui, de passer 45 jours en détention pour seulement
avoir tenté d'apercevoir sa fille et son fils. On peut mesurer les conséquences de ces séparations sur la santé d'un jeune enfant et le traumatisme qu'il peut engendrer à court et moyen terme. Bien souvent, cette séparation s'accompagne évidemment d'un bannissement total de l'autre culture, de l'autre langue, et coupe l'enfant de ses racines culturelles. C'est pour tenter de mettre fin à ces drames que le groupe socialiste et républicain votera cette proposition de résolution dont je salue l'équilibre et la justesse, la justice aussi d'ailleurs, et je tiens à remercier mon collègue Richard Yung pour son travail de longue date sur cette délicate question. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Françoise Laborde pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 9 ans après l'adoption par le Sénat d'une résolution sur la situation des enfants franco-japonais privés de l'un de leurs parents suite à un divorce ou une séparation, force est de constater que ce dossier demeure toujours très sensible. L'actualité se fait régulièrement l'écho de la détresse de ressortissants français privés de leur enfant suite à un enlèvement ou à la non-exécution d'une décision de justice. Des cas de déchirement familial conduisent parfois au pire, certains parents ne trouvant pas d'autre issue que celle du suicide. D'autres risquent la prison en tentant de renouer le lien avec leur enfant, comme ce fut le cas d'un journaliste australien incarcéré, après avoir tenté d'apercevoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs mois. Selon l'association Sauvons nos enfants, près d'une centaine d'enfants seraient privés de contact avec leurs parents français. Aussi, certains de nos collègues représentant les Français établis hors de France sont très actifs sur cette problématique et je remercie notre collègue d'avoir redéposé une résolution. Je salue donc leur initiative pour faire avancer la coopération franco-japonaise sur les droits de ces enfants et surtout de ces parents emportés dans un profond désarroi. En 2011 déjà, lors du débat en séance sur la résolution précitée, j'avais souligné combien la combinaison de la culture française et japonaise et les standards judiciaires de l'archipel pouvaient offrir un cadre favorable aux parents japonais. Sur le plan culturel, si la France et le Japon ont en commun le respect des valeurs de liberté et de démocratie, nous n'avons pas cependant la même conception de l'intérêt supérieur de l'enfant. Au Japon, la maison est vue comme une entité de la famille et considérée comme un pôle de stabilité sanctuarisé, point d'ancrage important pour l'enfant, qui doit donc y demeurer coûte que coûte. La justice nippone s'inscrit dans cette tradition de continuité héritée de l'ère Meiji, qui prévoit, en cas de séparation, que l'un des parents sorte de la famille, sort donc de la maison. Nos concitoyens concernés par une séparation avec un ressortissant japonais en mesurent concrètement les conséquences. La proposition de résolution le rappelle, le droit nippon de la famille ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale ni la garde alternée. En France, l'équilibre d'un enfant passe par le lien continu avec ses deux parents, le maintien du contact affectif et relationnel étant considéré comme facteur du bien-être psychique et moral de l'enfant. Nos juges tentent de le permettre du mieux possible. Ces deux réalités pourraient paraître irréconciliables, d'autant plus que nous sommes tenus de respecter la souveraineté du Japon. Cependant, le Japon a montré des signes d'ouverture. Dans la résolution du 25 janvier 2011, nous appelions Tokyo à adhérer à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international de l'enfant. C'est chose faite depuis 2014. Cette adhésion est censée apporter des garanties en matière de droit de garde et de droit de visite. Comme cela a été rappelé par certains de nos collègues, il y a un espoir du côté de la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile, adoptée par le Parlement japonais le 10 mai 2019, et qui pourrait améliorer aussi les conditions de remise de l'enfant aux parents détenteurs de l'autorité parentale.
Malgré ces avancées, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies l'a reconnu, le Japon ne répond pas encore à ses obligations conventionnelles, en particulier en ce qui concerne les déplacements et les non-retours illicites d'enfants, ou encore les cas de déplacement d'enfants à l'intérieur du territoire japonais sans dimension d'extranéité. À cet égard, la présente résolution évoque à juste titre le défaut d'exécution d'ordonnances de retour en application de la Convention de La Haye. Dans l'intérêt de ces enfants, il convient donc d'amplifier les démarches en direction du Japon. La mobilisation du président de la République sur ce dossier lors de sa visite officielle au Japon en juin dernier mérite d'être soulignée et pourrait bien encourager le rétablissement du comité consultatif franco-japonais relatif au centre d'un conflit parental, afin que tous les cas non couverts par le droit international actuel soient traités. Nous savons que le gouvernement œuvre à la réactivation de cette instance qui a cessé, hélas, de fonctionner depuis 2014. Enfin, je rappellerai la nécessité de mutualiser les actions diplomatiques avec les pays concernés par la question des enfants binationaux privés de tout lien avec leurs parents non japonais. La France n'est pas seule. Le Sénat a adopté, le 18 décembre dernier, une proposition de résolution européenne, rapportée par ma collègue Véronique Guillotin, qui va dans ce sens, en appelant l'Union européenne à accentuer sa politique de protection de ses enfants au centre d'un conflit parental. Mon groupe avait bien entendu soutenu ce texte. Aujourd'hui, animé par le même souci de contribuer à la protection de l'intérêt des enfants binationaux, tous les membres du RDSE approuveront la résolution qui nous est soumise. Dans un monde de plus en plus cosmopolite, où se multiplient les couples binationaux, le droit international et la coopération judiciaire doivent se mettre à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Christine Pruneau pour 6 minutes. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tenais à remercier Richard Yung par cette proposition de résolution de nous sensibiliser et aussi de tenter de résoudre le drame humain que constitue l'enlèvement d'enfants franco-japonais. Chaque année, ce sont des milliers d'enfants qui sont victimes, soit d'un enlèvement international commis par un de leurs parents japonais, soit donc d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon. Il y a donc urgence à agir, malgré des difficultés certaines. Depuis l'adoption par notre Chambre d'une résolution en 2011, permettant aux parents français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce, il faut reconnaître que le Japon a fait quelques petites avancées. Je pense notamment à l'autorisation de la remise de l'enfant en l'absence du parent ayant perdu l'autorité parentale. Mais cette loi entrerait en vigueur en avril 2020. Restent toutefois de nombreux obstacles à franchir. Il apparaît en effet de concilier correctement les obligations conventionnelles de La Haye sur la protection de l'enfant et de maintenir certaines dispositions propres au Japon. Il apparaît cette conciliation très difficile. Cela a déjà été évoqué, mais les parents qui subissent cette situation de rupture familiale se heurtent à la double impossibilité de garde alternée et de partage de l'autorité parentale. Ils sont confrontés au principe de continuité non inscrit dans la loi, ce qui signifie ici, nous avons bien décrypté, que les juges attribuent la garde de l'enfant, la plupart du temps, presque exclusivement aux parents ravisseurs. Voici donc 3 principes propres au Japon, sur lesquels nous avons des difficultés, mais sur lesquels, a priori, le Japon n'entend pas revenir. Si je puis me permettre, à mon sens, cette situation témoigne que le Japon, comme beaucoup de pays encore, est toujours un régime patriarcal où les traditions sont parfois plus fortes que les lois
des lois rarement en faveur des femmes et dans le cas présent des mères de famille, mais c'est mon avis personnel. La seule solution légale mentionnée très justement par la proposition de résolution est la meilleure information des magistrats français. Certes, cela est nécessaire, bien sûr, même évident pour nous, mais paraît dérisoire. De plus, des outils diplomatiques sont à réactiver, comme le comité consultatif franco-japonais mis en veille depuis décembre 2014. Cet organe permettait de manière effective à des parents pour des enlèvements effectués avant 2014 de retrouver leur enfant et de maintenir un dialogue constant avec les autorités japonaises. Cela s'inscrirait dans la suite de l'installation d'un magistrat de liaison à l'ambassade du Japon en France. Reste donc, à mon avis, la voie diplomatique. C'est logiquement dans cette optique que se situe cette proposition de résolution, du cas par cas, il me semble, pour tenter de résoudre ces situations très dramatiques. Qu'il me soit permis, mes chers collègues, de faire un lien avec cette proposition de résolution. L'examen de ce texte démontre une nouvelle fois toute l'impériosité d'une délégation parlementaire aux droits des enfants. On parle des traités internationaux, nationaux, mais une délégation sur le droit des enfants ici au Sénat ou à l'Assemblée me semble de plus en plus nécessaire. Je regrette que notre autre Assemblée ne se soit pas saisie de la proposition de mon groupe de créer une telle délégation. Ceci étant dit, mes chers collègues, nous voterons, le groupe CRCE votera cette proposition de résolution équilibrée, très utile, qui nous a été pour nous autres partenaires, M. Young, très utile et propre à améliorer la situation pour ses parents et ses enfants. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement, saluer votre initiative, Monsieur le sénateur Young, qui vient porter devant la représentation nationale un sujet extrêmement sensible, celui des enlèvements internationaux d'enfants, et plus spécialement celui des enfants binationaux enlevés par leurs parents japonais. C'est un monde qui vient alors séparer ces enfants de leurs parents sans que, hélas, la loi ne parvienne à les protéger. Ces situations de très grande souffrance, vous l'avez tous dit, naissent et perdurent en raison d'une culture et d'un cadre juridique divergents entre les droits français et japonais en matière familiale. Le droit familial japonais, je le répète après vous, ne reconnaît notamment pas l'autorité parentale partagée en cas de divorce et de concubinage. Votre proposition de résolution poursuit deux objectifs auxquels le gouvernement s'associe pleinement. D'une part, s'assurer du respect des droits fondamentaux des enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental dans le respect de la souveraineté du Japon, et d'autre part, réaffirmer le soutien des parlementaires aux parents français qui sont privés de tout contact avec leurs enfants. Je tiens d'emblée à affirmer que cette situation est bien connue du gouvernement français et fait l'objet d'un suivi constant des services de la chancellerie et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que ce soit à Tokyo ou à Paris. Comme vous le savez, et beaucoup parmi vous l'ont rappelé, la France a sollicité officiellement, notamment dans une lettre du 4 octobre dernier adressée par le président Macron au Premier ministre japonais, la réactivation d'un comité de dialogue ad hoc qui avait été mis en place sur un plan bilatéral avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye qui a été ratifiée par le Japon en 2014. Nous avons récemment relancé les autorités japonaises sur ce sujet, lesquelles nous ont assuré qu'elles allaient examiner rapidement notre demande. Mais au moment où je vous parle, cela n'est pas fait. Par ailleurs, nous œuvrons, les uns et les autres l'ont également souligné, nous œuvrons pour que des actions soient menées au niveau européen. Je peux d'ores et déjà indiquer que la situation des parents européens qui sont privés de contact avec leur enfant japonais a été abordée en janvier dernier à l'occasion du dernier comité mixte chargé de la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Japon.
Nous avons aussi demandé que cette question soit mise à l'ordre du jour du Conseil de l'Union européenne sur les questions consulaires afin qu'une stratégie commune soit adoptée. Dans cette situation et avec cette volonté d'agir, nous serons évidemment très attentifs à l'application dans les mois qui viennent de la nouvelle législation japonaise qui devrait permettre l'exécution forcée des décisions de justice, en particulier des décisions qui concernent le retour en France de ces enfants, y compris lorsque le parent japonais s'y oppose. Nous attendrons de la part des autorités japonaises une exécution effective des décisions judiciaires de retour. Nous sommes en effet parfaitement conscients des difficultés actuelles que nous avons à faire appliquer la Convention de La Haye avec le Japon. C'est pourquoi, et de façon plus générale, il nous apparaît indispensable de déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir et combattre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants, quel que soit le ou les pays concernés. Nous entretenons ainsi des relations et nous organisons des réunions régulières avec les pays avec lesquels nous avons un instrument de coopération, qu'il s'agisse de la Convention de La Haye ou bien de conventions bilatérales. Ces rencontres nous permettent d'avoir une coopération plus fluide et de régler les difficultés qui peuvent se présenter. Nous avons donc chaque année des réunions avec l'ensemble des pays de l'Union européenne pour discuter de questions générales ou de dossiers individuels, ce qui, dans un certain nombre de cas, nous permet de lever des difficultés concrètes. Nous avons également des rencontres annuelles avec les principaux pays avec lesquels nous avons une convention bilatérale, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc par exemple. Et enfin, nous organisons des rencontres ou des visioconférences avec l'ensemble des autres pays, soit de façon régulière et institutionnalisée, tel est le cas avec la Russie, soit en cas de nécessité. Je pense à Israël, je pense au Brésil et je pense donc au Japon. Face à ces difficultés, à ces tentatives de nouer des liens et des lieux de dialogue, je me félicite, tout comme vous, du rôle des associations comme Sauvons nos enfants au Japon, association qui a été reçue il y a quelques semaines par mon cabinet. Quant à vous, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, je sais à quel point vous êtes attachés à promouvoir l'efficacité de la diplomatie parlementaire avec le Japon. Le gouvernement ne peut donc que se féliciter et encourager les échanges avec les parlementaires japonais sur les évolutions envisageables du droit de la famille japonais afin de consacrer l'égalité réelle des droits parentaux ainsi que le maintien effectif des liens familiaux en cas de séparation. Comme plusieurs d'entre vous l'ont indiqué, l'une des principales difficultés tient à l'application du principe de continuité consacré par le droit et la coutume japonaise, selon lequel, à l'occasion d'une séparation, un seul des parents est investi de l'autorité parentale. Ce principe conduit malheureusement à exclure l'autre parent de la vie de l'enfant, qu'il soit étranger, parfois même japonais. La société japonaise elle-même s'accommode de plus en plus mal de ce principe et le gouvernement japonais donc a lancé récemment une réflexion sur l'introduction possible du partage de l'autorité parentale, voire de la garde alternée. Le ministère de la Justice français, comme il a déjà eu l'occasion de l'indiquer lors de la mission conjointe qu'il a menée à Tokyo en mai dernier avec le ministère des Affaires étrangères, est tout à fait disposé à partager son expérience avec le ministère de la Justice japonais sur ces questions. In fine, je préciserai deux éléments. J'ai noté avec beaucoup d'attention l'invitation faite dans votre projet de résolution à mieux sensibiliser les magistrats français au particularisme de ces déplacements internationaux d'enfants vers le Japon. Ces éléments spécifiques pourraient effectivement être intégrés au sein de formations assurées à l'École nationale de la magistrature, sans pour autant, bien sûr, vouloir orienter les décisions de nos autorités judiciaires. J'ai par ailleurs demandé à mes services d'expertiser les possibilités éventuelles d'extension de la zone de compétence du magistrat de liaison de Pékin, spécifiquement sur les questions de l'entraide civile au Japon. En conclusion, je tiens à réitérer le soutien du gouvernement à ce projet de résolution qui vient rappeler
ce qui peut paraître une évidence, mais qui ne l'est parfois nullement dans les faits, que ce qui doit et devrait toujours primer sur toute autre considération, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ce que je rappellerai prochainement, puisque je dois me rendre au Japon au mois d'avril. C'est ce que je rappellerai prochainement à mon collègue ministre japonais de la Justice. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Donc nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe La République En Marche. Donc il va être, sur l'ensemble du texte bien sûr, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 90 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 340. Donc le Sénat a adopté. Le Sénat a donc adopté cette proposition de résolution sur l'enlèvement des enfants franco-japonais. Ce texte invite à prévenir l'enlèvement des enfants sur le territoire français, à porter ce sujet dans les instances internationales et à créer un poste de magistrat dédié à l'ambassade de France au Japon. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Et dans un instant, c'est l'heure de notre émission de débat politique et parlementaire Allons plus loin, présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée sur Public Sénat.